Salam alaikum, Azul, bonsoir. Avant l'histoire, pendant la préhistoire, les hommes vivaient comme les autres animaux de la création. Les carnivores mangeaient les herbivores et dans les espèces où ils vivaient en groupe, en meute, en horde, des droits de préséance, en quelque sorte, et de sélection naturelle s'étaient imposés pour les plus forts qui mangeaient avant et plus que les autres et qui avaient le monopole de la reproduction. Mais ce n'était peut-être pas plus mal, parce que dans cette organisation fondée sur la seule force brutale, le plus fort ne prenait que ce qui lui suffisait pour vivre. Quand il était rassasié, il ne tuait plus, contrairement à nos temps modernes où le plus fort, selon les critères de la force d'aujourd'hui, est dans l'accaparement illimité, dans la dévastation de l'environnement, dans l'accumulation inutile et dans l'exploitation érigée en règle de ses semblables. Quand l'humanité est entrée dans l'histoire, à ses premiers balbutiements civilisés, et avant même que les religions n'apparaissent, les hommes avaient compris que pour vivre en société, et non plus en clan, en horde et en meute, il leur fallait convenir de certaines règles de vie en commun, qu'ils ont commencé à établir progressivement au fur des millénaires. Et ils sont ainsi parvenus, selon des sociétés et d'autres, plus avancées les unes que les autres, à créer une notion nouvelle dans leur perception désormais sociale, qui n'existait pas quand ils étaient à l'état de bêtes. C'était celle de la morale. Un ensemble de règles, de consensus, d'obligations, de prescriptions, de proscriptions qui s'est progressivement et au fil des millénaires mise en place et qui a été adoptée par les sociétés naissantes, d'abord comme des mœurs, des traditions, des coutumes, puis comme des valeurs qui ont peu à peu imprégné la perception humaine jusqu'à en devenir une seconde nature, au point où elle en devenait presque innée, puisque quasiment inséminée à l'homme dès sa naissance et sa vie durant. Et c'est cela, c'est l'ensemble de ces valeurs, de ces règles, qui fonda la société humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est cela qui permit au droit, avec un D majuscule, de naître à la civilisation de plus en plus, jusqu'à faire de l'homme préhistorique, qui était une bête fauve parmi les autres, un être raffiné, délicat, qui a sa place dans la société de ses semblables, où la force brutale n'est plus le seul moyen de survivre, où des codes tacites, des normes non dites, en plus des lois, en plus des grands principes, en plus des valeurs sociales, règlent la vie de la société. Mais toute cette organisation qui a fluctué depuis des temps immémoriaux n'est pas née de la seule morale, du sens du bien et du mal. Elle s'est imposée à l'homme parce que nécessaire à sa vie, parce qu'elle est la seule possibilité pour lui de pouvoir vivre en sécurité, de pouvoir prospérer, de vivre mieux, de pouvoir dormir tranquille, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir élever ses enfants, de pouvoir fonder une famille, de pouvoir obtenir ses droits désormais naturels, sans devoir recourir à la seule force
brutale ou à la seule solidarité du clan. Celui qui prône qu'il ne faut pas tuer son semblable le fait parce que c'est le moyen pour lui de ne pas être tué à son tour par son semblable. Celui qui recommande et accepte le principe de ne pas faire le mal le fait parce que c'est le moyen pour lui qu'autrui ne lui fasse pas de mal. Celui qui accepte toutes les règles et les valeurs de la vie en société, du bon voisinage, de l'honnêteté, de la parole donnée, du respect d'autrui et toutes les valeurs qui distinguent aujourd'hui les sociétés civilisées, pense d'abord à lui-même, à ce que ces principes lui permettent de quiétude, de sécurité, de préservation de sa propriété, de ce qui lui appartient en propre. Mais dans ses tréfonds, dans les plus ténébreux de sa nature profonde, la bête préhistorique est toujours tapie en l'homme. Et il suffit souvent de très peu pour que se ruent à la surface, à sa surface, tous ces vieux instincts, pour que ces griffes et ces crocs surgissent, pour que ces ataviques grognements résonnent dans ces cavernes intérieures. Et c'est ainsi qu'au nom de prétextes et d'autres, les hommes se sentent exterminés par millions. Et c'est ainsi que les uns ont réduit les autres en esclavage, qu'ils se les sont appropriés, comme on le ferait d'un troupeau, qu'on vend au marché à bestiaux, pour en faire l'usage qui nous plaît, sans aucune pitié, sans aucune compassion, et souvent en toute bonne conscience. Et bien souvent, quand l'homme retourne à ses états premiers, ce qu'il n'a jamais cessé de faire, en fait et en réalité, sous ses lisses apparences et ses manières empoulées, il le fait toujours en se donnant bonne conscience, en invoquant le droit, la religion, le patriotisme, la légitime défense, la barbarie de l'autre, étant de chemin détourné pour revenir à sa nature de bête féroce. C'est cela que nous ressentons aujourd'hui, quand nous entendons des despotes qui nous tuent et nous pillent sans même s'en cacher, nous désigner comme l'ennemi mortel, celui-là même qui les dénonce. C'est cela que nous ressentons quand des fauves qui nous ont été imposés, installés malgré nous à la tête de notre société, de notre nation, pour dévorer notre vie et l'avenir de nos enfants, viennent nous dire, la main sur le cœur et en invoquant la mémoire des Shuhada, que nous les avons élus nous-mêmes, mieux que tous les autres présidents qui les ont précédés. Et c'est cela que nous ressentons quand nous voyons au premier rang des fidèles pendant la prière du vendredi, de l'Eid ou des Tarawih, des loups, des requins et des crocodiles parfumés au musc et qui lèvent les yeux et les mains au ciel. Et c'est cela que nous ressentons quand des hommes chargés de galons et de dorures, qui disposent de toutes les forces de la nation, dont la mission est de nous protéger contre l'ennemi potentiel, se transforment en nos propres ennemis, en nos propres geôliers, eux qui ont pris nos rêves en otage et qui viennent nous asséner d'interminables discours sur le devoir, sur la patrie, sur le droit, sur l'humanité, sur le nationalisme, sur le respect de ceux qui nous ont sacrifié leur vie pour nous libérer de l'oppression, pour nous restituer notre dignité. C'est cela que nous ressentons finalement. Et finalement, l'homme n'est pas seulement un loup pour l'homme, il est pire que le fauve le plus féroce parce que le fauve ne se sert pas
de la parole pour mentir, pour prôner le contraire de ce qu'il fait, pour tuer sans avoir faim, pour accumuler des richesses dont il n'a aucun usage et détruire pour le seul besoin de s'affirmer. Mais en fin de compte, l'homme n'est-il pas le seul animal de la création qui batte sa femelle? N'est-ce pas là le signe qu'il abuse naturellement de la faiblesse de l'autre, aussi proche de lui soit-il, de son semblable, et que le seul moyen de l'en empêcher n'est-il pas de le faire par le droit et par tous les moyens civilisés? C'est le 22 février, par le peuple d'Algérie. Et le magnifique, oh, l'enfant du soleil, net stop la dictature, révolution obligée, à bas la répression, y'en a marre dégagé. Yalé, yalé, walé, walé, yalé, yalé. Le bivri de Félélé. Yalé, yalé, walé, walé, yalé, yalé. Il est ratidna, ouais. الغاشي خلي نغني ونمشي الفاني صبور هاشي نغني الحراك ونمشي avec passion نغني l'Algérie la mecque des révolutions. Que se passe-t-il au cœur du régime? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi ma consoeur Yasmina Karima Bennini, journaliste. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Nordine Aoussat, écrivain, conférencier, professeur d'université. Merci d'être avec nous, Nordine Aoussat. Merci Sidi Jamaldine pour l'invitation. Et depuis Alger, nous aurons avec nous Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui va nous rejoindre bientôt. Alors, hier, mes chers amis, nous avons donc parlé de cette sortie, de cette dernière sortie du chef d'état-major, M. Chengueriha, qui a appelé les individus et les institutions, je vais vous lire, hein. La défense nationale requiert la fédération et la conjugaison des efforts de tout un chacun, individus, institutions, y compris les médias nationaux, afin de contrecarrer toutes les menaces et les dangers qui guettent notre pays. Alors, la question que j'ai posée hier, je n'ai pas eu de réponse, je vais la reposer aujourd'hui, peut-être se trouve-t-elle chez vous, et que pourquoi tous ces gens-là, avant lui, M. Gaïd Saleh, puis lui, puis ceux qui sont avant Gaïd Saleh, pourquoi tous nous parlent-ils de dangers, de menaces, d'ennemis qui cherchent à dévaster, à détruire l'Algérie, sans jamais les nommer? Qui sont-ils, ces ennemis qui menacent l'Algérie, qui cherchent à la détruire? Est-ce que vous avez une réponse? Eh bien, je crois que, vous savez, le menteur se méfie toujours du mensonge des autres. Il en devient paranoïaque tellement pour lui, c'est quelque chose de naturel. Il en va de même pour ceux qui ont conscience d'avoir constitué eux-mêmes un danger pour la nation. Et donc, ils sont constitués en clans. Et chacun est un danger pour la nation. Ceux qu'ils ont pillés, ceux qu'ils ont... ils sont en train de faire feu de tout bois. Et surtout, la part... ils veulent brûler l'autre, ils veulent le mettre en prison, ils veulent le stigmatiser, celui qui est là devant eux, c'est-à-dire celui qui est de l'autre clan, mais aussi celui qui est derrière. Moi, je crois beaucoup que chaque clan a derrière lui des forces économiques locales et des forces économiques internationales. Je ne crois pas que ce soit une vue de l'esprit. Donc, il est normal qu'ils veuillent,
se disculper de toute responsabilité en stigmatisant l'autre, quel qu'il soit, local ou international, et qu'ensuite ils veuillent qu'ils payent à leur place. Mais en tous les cas, moi je les mets dos à dos. Nourdine Amsat, j'essaie de poser des questions fondées sur le simple bon sens. Oui. Je ne veux pas jouer à la haute voltige intellectuelle et politicienne. Moi, c'est très simple dans ma tête. Les gens qui ont pris ce pays en otage, malgré nous, qui sont imposés aux Algériens pour prendre le pouvoir, par la force, rappelez-vous, en 1962, c'est le même régime, sauf que ça change de tête, de main, de figure, mais c'est le même régime depuis 1962. Ce régime, aujourd'hui, avec le recul du temps, on voit ce qu'il a fait subir à ce pays. Si tant est que ce pays a un ennemi quelque part, c'est ce régime. Personne n'a fait autant de mal à ce pays que ce régime. Il l'a dévasté, il l'a pillé, il a tué ses enfants, il les a emprisonnés. Ils se sont enrichis aujourd'hui avec le recul du temps. Parce qu'au moment où ils nous disaient, par exemple, nous, c'est la République, on sauve la... Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut mesurer ce qu'ils ont fait. Par leur fortune, par exemple. Certains parmi eux sont milliardaires en dollars. Certains parmi leurs comparses qu'ils ont eux-mêmes jetés en prison pour nous désigner la Issaba, comme ils disent, étaient leurs acolytes, leurs prête-noms, leurs complices. Et on a appris des chiffres. Par exemple, Ali Haddad, qui a eu, à lui seul, 18 milliards de dollars. Sans compter, je ne sais pas combien, 260 000 milliards de centimes, mais je ne sais pas. Et donc, ces gens-là, non seulement, ils sont démasqués, tout le monde sait ce qu'ils ont fait à ce pays. Mais ils ont le culot de venir, toute honte bue, nous raconter des histoires, nous désigner en ennemis des gens qui n'identifient pas, les puissances étrangères. Ou alors, ils nous désignent comme ennemis des gens qui sont des nôtres, qui sont en train de défendre ce pays, comme ces journalistes qui sont en prison, par exemple. À votre avis, de qui ils parlent, ces gens, quand ils disent la menace qui guette notre pays, les dangers qui guettent notre pays? J'ai trois explications à cela. Disons une explication commençant par la plus intelligente. Ibn Khaldoun, dans sa théorie de la société, donc son ascension, son apogée et, je dirais, sa chute, il parle surtout dans notre environnement à nous, dans notre culture à nous. Il y a cette culture de Osba. Ce n'est pas la culture de Isaba, Osba. La Asabiya, non? La Asabiya, voilà. L'esprit du clan. L'esprit du clan, oui. Voilà. Cet esprit du clan, pour Ibn Khaldoun, il dit que ces arabo-berbéro-musulmans ne peuvent fonctionner, ne peuvent, je dirais, se sentir porteurs d'un message que s'il y a un prophète à leur tête qui les guide, ou bien cet esprit de Osba, qui se sentent comme un clan menacé par une force étrangère. C'est pour cette raison que quand bien même il n'y a pas cet ennemi étranger, ou il n'est pas si important, aussi dangereux, si redoutable que cela, on veut bien orienter l'attention des gens, voilà, il y a un ennemi qui nous menace, etc. Donc c'est un peu pour créer cela. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Je passe à ma deuxième explication. C'est que l'histoire, comme tu viens de le dire, et tu disais tout à l'heure dans l'édito, elle nous a montré ce pouvoir. Ce pouvoir depuis l'époque de Boumedienne, la transition entre Boumedienne et Chadli. À chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'on est dans une situation où ceux qui sont à la tête du pouvoir sont dans une impasse, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à passer en douce un compromis entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous distraient en quelque sorte, ou bien ils détournent notre attention sur l'ennemi étranger. Attention, on est menacé, on est menacé, on est menacé. Le temps de trouver un accord entre eux et de passer de cette impasse. Ça y est, cet ennemi, on n'a jamais su qui c'était. Autrement dit, c'est un épouvantail. Voilà. Et ce qui va me ramener à la troisième question, troisième explication, c'est en fait cet ennemi extérieur, c'est eux-mêmes.
Hein, c'est eux-mêmes. Ils sont extérieurs dans le sens où ils ne font pas partie du corps national. J'ai lu quelque part chez quelqu'un qui est intelligent, on ne va pas citer le nom, dans son analyse, qui dit que l'armée algérienne a cette particularité de ne pas, contrairement à l'armée française, l'armée égyptienne, et je ne sais pas quel autre exemple de pays qu'il a cité, ce n'est pas une armée de caste. Elle n'est pas issue d'une seule, je dirais, voilà, une aristocratie ou une région bien définie ou d'une couche de la société. C'est vrai. Ça, je peux l'affirmer pour avoir passé mon service national et avoir côtoyé tout type de personnes. Mais dès qu'on rentre dans l'armée et dès qu'on monte dans la hiérarchie, on a un esprit de caste qui se forme. Dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie. Pas dans la troupe. Non. Pas dans la troupe. Non. Ni dans la troupe, ni dans les officiers subalternes. Dès qu'on dépasse un certain grade, c'était colonel à l'époque, à une certaine époque. Aujourd'hui, général et général-major et plus, puisqu'il y a un grade nouveau qui a été créé. On devient une caste et on raisonne et on agit comme une caste qui protégeant quelque chose qui nous est dévolu, je ne sais de quel droit. Voilà. Donc mes explications, c'est cela. Il y a un problème donc au niveau de la hiérarchie du pays. Il n'y a pas donc les trois pôles qui dirigeaient le pays, en quelque sorte la présidence, le DRS et l'état-major. Aujourd'hui, il y a une confusion totale. Il n'y a plus de DRS, il n'y a plus de présidence. L'état-major tout seul, mais tout seul, il n'a jamais gouverné. Mais tout seul, il n'est plus homogène. Il n'est plus homogène. Et nous allons essayer d'en parler par rapport aux maigres informations. Il n'a jamais géré tout seul, même au lendemain de l'indépendance, il avait toujours besoin d'un Conseil national de la Révolution qui avait la moitié, plus que la moitié, les trois quarts étaient des civils et bien entendu, ils avaient toujours aussi besoin d'un homme civil qui les couvre et tout. La façade. Du temps du Conseil de la Révolution, le vrai maître du pouvoir, c'était Boumedienne. Tout à fait. Mais il avait mis ce Conseil de la Révolution et les anciens dafistes, rappelons-le, les anciens chefs de l'armée française qui avaient déserté et qui l'avaient rejoint à Rardimau, qui ont pris dès 1962 les principaux postes clés de l'armée algérienne. Aussi, il y avait aussi deux autres facteurs que nous n'avons pas aujourd'hui, deux autres composantes que nous n'avons pas aujourd'hui, qu'autour du président Boumedienne, il y avait des hommes civils qui ont été toujours des civils, qui avaient leur mot à dire. On ne dira pas qu'il le traitait, mais il pouvait lui faire passer des messages, discuter avec lui de ses choix, etc. et même s'opposer, d'une part. Et à l'extérieur... Par exemple, s'opposer. Je dirais, je ne sais pas moi, quelqu'un comme le chef d'état-major, en l'occurrence, comment il s'appelle, qui a essayé de faire... Zbiri. Oui, mais c'est opposé, mais il a payé très cher. Oui, mais... Les autres qui sont opposés, ils ont fini soit sous terre, soit en prison, soit à l'exil. Oui, c'est la troisième catégorie dont je voulais parler. Donc, c'est ceux-là, ils étaient à l'extérieur. Ben Khadda, il était à l'extérieur. Dahlab, il était à l'extérieur. Mais ils étaient là, ils regardaient, et quand il y avait les échéances importantes dans le pays... Ben Khadda n'était pas, il me semble que Ben Khadda n'était pas à l'étranger. Ah non, il était ils étaient en résidence surveillée. Il était à Alger. Ouais. Mais à chaque échéance importante, il écrivait, il faisait des déclarations. Au moment de la constitution des choix stratégiques du pays, il ne se taisait pas. Il prenait la plume et il parlait. Ce qu'aujourd'hui, on a perdu en quelque sorte. Alors, pour résumer les choses, il y a un problème au niveau de la hiérarchie du pays et je pense que le Hirak n'est pas loin de ce qui se passe au niveau de la hiérarchie. Et nous allons reparler justement du Hirak et des principaux maîtres du pouvoir. Issa Rahmoun est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Issa Rahmoun. Oui, monsieur le khair, c'est Jamal, c'est Nordin et tous les invités de votre émission et aux éditeurs aussi. Alors nous sommes revenus un peu sur l'émission d'hier où nous avions abordé ce sujet de monsieur le chef d'état-major donc qui a exhorté la société civile, individus et institutions et la presse tout particulièrement à faire fusion avec l'armée pour défendre le pays contre les menaces et les périls
qui guette la nation, mais comme la rengaine est très vieille, qu'on l'a entendue depuis des décennies, sans que jamais on ne nous précise qui est cet ennemi caché. Alors je vous pose la question, alors d'après vous, quel est cet ennemi caché, quelle est cette menace dont parle monsieur le chef d'état-major, à plus forte raison que dans le discours en sous-main, le discours qui ne paraît pas à la télévision, le discours des relais sociaux et des relais politiques, on nous parle de la France, au même moment où tout un chacun sait qu'une certaine France est le principal protecteur de ce régime, puisque ce régime, tous les barons de ce régime y ont leurs biens, ils blanchissent leur argent, y installent leurs pénates, et donc on aimerait bien comprendre de qui parle M. Chengrija et avec lui tous ceux qui tiennent la réalité du pouvoir quand ils essayent de désigner cet ennemi extérieur et intérieur qui menace la sécurité et la quiétude du pays. Ben oui, effectivement, et là je partage tout à fait la grille de lecture de Sinordine Awsat, et je rajouterai au passage que Hussein et Ahmed Rabbi Rahmou avaient qualifié ce spectre ou cet épouvantail dont le régime évoque à chaque fois qu'il y a crise politique au sommet de Bourourou. Ce Bourourou qui dans l'héritage de notre culture ancestrale, on fait appel à cet animal pour faire craindre les petits-enfants, pour qu'ils rejoignent leur lit, pour qu'ils rejoignent leur table à manger, etc. C'est à peu près ça. Mais aussi, l'une des fresques données par le sociologue Houari Abdi qui qualifie le régime d'une grande autoroute. Une grande autoroute, vous savez, elle a des intersections. Il dit clairement que les intersections sont des divergences au sommet de l'État, au sommet du pouvoir central, du pouvoir décisionnel. Mais toutes les intersections finissent par rejoindre l'autoroute quand il y a convergence d'intérêts. Effectivement, la France ou les pays occidentaux et tout récemment, pratiquement depuis les 15 dernières années, les Émirats et toute Al-Jazira Al-Arabiya sont actionnaires du régime algérien. Le régime algérien n'a pas changé quand on entend le discours de Chengrija. Ça nous rappelle réellement le danger des frontières avec le Maroc en 63. Ça nous rappelle le danger des deux Allemagnes en 89. Ça nous rappelle le danger islamiste. Ça nous rappelle la main étrangère. La main étrangère, on accuse des activistes, des militants de la société civile, des avocats, des militants de droits de la personne humaine, qui sont universalistes dans leur conception, dans leur manière de voir l'État démocratique, l'État de droit. On nous accuse de main étrangère. C'est impropre du régime que de verser dans ce genre de ragoût, je dirais de ragoût. Et ce qui est décevant, c'est quand Chengrija appelle la presse à plus de retenue dans le discours, dans la liberté d'expression, en présence du ministre de la Communication, qui était ancien journaliste, mais aussi ancien, qui est aussi docteur d'État en droit et en politique. Vous voyez à peu près l'absurdité dont le régime exerce actuellement cette manipulation grossière. Cette manipulation grossière pour se préserver réellement. Et je pense que le régime, avec ses traditions de travail, n'a pas changé. Par contre, la société, elle a changé. Souvenez-vous, et puis il ne faut pas avoir la mémoire courte, que le peuple algérien, durant plusieurs marches du Hirak, avait refusé toute cette bipolarisation, tous ces clans qui se mettent réellement sur l'échiquier de la décision politique en Algérie. Il a tout refusé, tout rejeté en bloc pour dire que la seule souveraineté, que la seule source du pouvoir politique en Algérie
demeure la volonté populaire. Et justement, donc, comme ce sujet, ce séminaire a été organisé autour de la presse, une presse qui, normalement, n'a plus rien à donner en termes de collaboration dans tous les sens du terme. La presse algérienne, c'est connu, elle s'est couchée, elle s'est toujours couchée. Les rares, très rares médias et très rares journalistes qui essayent d'aller à contre-courant ont d'énormes problèmes. Certains ont mis la clé sous le paillasson, on ne leur donne pas de publicité. D'autres ont été mis en prison. D'autres qui ont des sites en ligne comme Maghreb Émergent ou Radio M sont quasiment verrouillés. On ne peut pas les Et ghostés. Absolument. Alors, ce séminaire qui a été lancé, donc, le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face au plan hostile visant l'Algérie. Déjà, le titre, il est incorrect. Vous avez, écoutez bien. Le séminaire, alors, il s'appelle, je cite, hein, c'est entre guillemets, le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face au plan hostile visant l'Algérie. Alors justement, déjà en creux, il y a des choses qu'on entend. Déjà, le ton est martial quand même, parce que voilà, encore une fois, le haut commandement militaire qui vient de dire, au moins à visage découvert cette fois, ce que la presse est censée faire. C'est bien de le signaler. Ce que la presse est censée faire. Vous savez que ma marotte, à chaque fois que je viens ici, je vous parle de la presse fonctionnaire. Oui. Là, c'est encore au-dessus, quoi. C'est la presse soldat, ce serait déjà un honneur. Là, c'est vraiment le paillasson, quoi. C'est vraiment triste parce que d'abord, il y a un ton qui est martial. Et il faut qu'on se rappelle quand même que la presse est censée, et ce n'est pas qu'une métaphore, être dans un pays où les pouvoirs sont séparés. Être le quatrième, censé être séparé, le quatrième pouvoir tout de même. Donc, le quatrième pouvoir, donc celui qui ne trempe pas, qui n'a pas, qui ne se confond pas. Je n'ai jamais cru à cette histoire de quatrième pouvoir, même dans les pays occidentaux. D'accord, monsieur Michunov, mais c'est quand même comme la démocratie. Oui, c'est une belle idée vers laquelle on tend. La perfection n'étant pas de ce monde, il est bon que nous ayons de belles idées vers lesquelles nous tendions, et certains sont plus avancés que d'autres. En effet. Regardez par exemple la presse anglo-saxonne, elle est en proie à des forces en présence, des lobbies, mais tout de même quelque chose arrive à passer il n'y a pas de comparaison. Il y a au moins des principes. Il y a au moins des principes. Non, elle n'est pas parfaite, parce que la démocratie, c'est pas non plus le pouvoir de la finance dans l'absolu. Qui est le premier pouvoir dont personne ne parle. Parce que s'il y a des pouvoirs quelque part... Qui est le pouvoir transversal. Moi, je considère que les trois pouvoirs connus, législatif, exécutif et judiciaire, le quatrième n'est pas la presse. Le quatrième qui est en fait le premier, c'est celui de l'argent, dont personne ne parle. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est quand même le point zéro. Et puis alors, le front interne, qui parle de front interne, on entend en creux... et qu'il y aurait un front externe aussi, parce qu'il y a des choses qui sont très graves quand elles sont dites par le haut commandement, comme par exemple le fait d'être sous l'emprise de quelque chose d'autre, parce qu'il parle de la libération, ou de, je ne sais plus, du recouvrement de la souveraineté nationale. Quand même, ce n'est pas anodin qu'au niveau de l'état-major, ce soit dit. Merci de l'avoir dit. Je pense exactement comme vous, Nordin Aoussat. Oui. Un chef d'état-major. Pardon, excusez-moi, je vous dernière chose. Allez-y. Quand même, vous avez lu un extrait tout à l'heure, mais parfois les mots sont creux. Les mots sont creux à plusieurs moments. Je vais encore vous citer. Juste par exemple, contrecarrer les défis des nouvelles technologies, contrecarrer les défis. Est-ce qu'un défi se contrecarre? Je veux dire, ça s'appelle un lapsus écrit. C'est très juste. Mais Nordin Aoussat, oublions l'Algérie. Nous ne sommes pas en Algérie. Prenons un État moyennement honorable qui a une armée normale, une armée qui est là pour défendre la nation contre tout ennemi potentiel, contre toute menace potentielle. D'accord? Et il y a le chef d'état-major qui arrive de ce pays moyennement honorable. Et il dit, attention,
Attends, il joue de la trompette. Danger, Taillot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger, une menace qui guette notre pays. C'est très bien, il joue son rôle. Mais on lui demande, mais quel danger, quelle menace? Est-ce qu'il est concevable qu'un chef d'état-major d'une armée, d'un pays, arrive à crier comme ça, à jeter une telle alarme, sans nous dire qui est l'ennemi, quelle est la menace, et pourquoi, de quelle façon une presse aux ordres qui n'a jamais failli à l'obéissance et la servilité la plus totale, en quoi elle pourrait être utile à lutter contre une telle menace? Quelle est la menace et en quoi la presse pourrait-elle aider, elle qui a toujours été du côté de la junte? Moi, je ne dis pas l'armée, je dis les chefs de l'armée. Tout à fait, la hiérarchie militaire, tout à fait. Donc on l'a dit tout à l'heure, on ne le dira pas assez et on saura, je dirais, insister sur cette phraséologie, je dirais, cette rhétorique qui est digne, je ne sais pas, des années 60-70. On l'a dit hier, Oui, c'est ce c'est qu'on les a années dit. 60-70. Moi, oui, tout à fait. Moi, ces termes-là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Juste un exemple, si Jamaldine. C'était quoi le slogan des élections du 1er novembre? Enfin, des pseudo-élections du 1er novembre. Le slogan principal, essentiel. 1er novembre 1954, libération. 1er novembre 2020, le changement. Oui. D'accord. Donc, si maintenant, déjà, là, une monumentale erreur stratégique, politique, idéologique au sens noble et amélioratif du mot, pas péjoratif, de considérer les élections du 1er novembre 2020 comme le changement qui vient, je dirais, effacer, mettre de côté, dire, remercier en quelque sorte le 1er novembre 54, ça y est, c'est plus maintenant le 1er novembre 54, c'est le 1er novembre 2020 qui va prendre le relais pour le changement. Je dirais, c'est la personne qui a choisi ce slogan, mais en fait, depuis le 22 février 2020, ils ne réfléchissent plus. Hein. Et la date, parce que tout vient Et de la date. Oui, bien sûr, la date et aussi l'intitulé de la date de changement. Et vous savez comment l'édito d'El Jish, la revue El Jish, comment il appelle la Constitution, la nouvelle Constitution? Non. Ils lui ont donné un nom maintenant à la Constitution. On ne dit plus par exemple la Constitution de 2016 ou la Constitution de 2008. El Jish, il a donné un nouveau nom à cette nouvelle Constitution. Novembre, je suppose. La Constitution de novembre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, ils sont dans, je dirais, on est dans dans la langue de bois, les mots creux, les éléments de langage uniquement pour occuper, je dirais, l'opinion publique en attendant je ne sais quoi, le Messie de ce qui va advenir dans les jours qui viennent. Ils sont dans l'impasse totale. Un président qui est malade, on sait de quoi il est malade, pour combien de temps il est malade. L'état-major lui-même qui n'a jamais gouverné ou dirigé le pays tout seul, qui est obligé depuis Gaïd Salah à être au devant de la scène. Comment il va se retirer pour mettre une façade civile à sa place? C'est tous ces problèmes qui sont majeurs dans la constitution de notre gouvernance et de la tête et la hiérarchie du pays qui leur posent problème. Ils nous occupent par des mots creux. Le rôle du discours médiatique dans la mobilisation de l'opinion publique a l'effet de renforcer la défense nationale et conforter la cohésion du front interne, etc. La régulation de l'activité de communication et son rôle dans la consolidation de la souveraineté nationale. Que des mots creux. La déclaration du 1er novembre... Et attendez, je vais vous... Attendez, je vais vous lire... Je vais vous lire ce que j'ai lu hier, je vais vous relire les titres des thématiques, des interventions, des conférences. Écoutez bien. Hein. Alors, monsieur, il a prononcé une allocution. Un général-major, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation, il est intervenu sous le thème de, écoutez bien, l'information au sein de l'armée nationale populaire, l'information au sein de l'armée populaire. Oui, j'ai vu ça. Défis et perspectives. L'information, hein. Mais attendez. Ensuite, notre professeur Meziani Saïdi, alors le titre de l'intervention, rôle des médias dans l'ancrage des valeurs nationales, la déclaration du 1er novembre comme référence.
Et alors, il y a aussi les défis des médias nationaux face à la dynamique des menaces sécuritaires. Il y a aussi le rôle du discours médiatique dans la mobilisation de l'opinion publique à l'effet de renforcer la défense nationale et conforter la cohésion du front interne. L'information au sein de l'armée nationale, etc. Bon, celle-là, non. Moi, c'est la fleur sur... L'information au sur sein le de gâteau. l'armée nationale populaire comme modèle. Voilà, c'est Merci. ça. Alors là, c'est Merci. le Pour pompon. moi, Le c'est bouquet. ça la cerise sur le gâteau, c'est le pompon. bouquet. Voilà. L'information au sein de l'armée nationale populaire Comme modèle. modèle. Ça veut dire nous devons notre nous presse. inspirer. C'est vrai, merci Nous de l'avoir inspirer. dit. Hein. Moi c'est ça, parce que je Incroyable. suis dedans. C'est mon rôle, c'est ce que j'enseigne, la communication, c'est ce que je collectionne depuis Sauf que longtemps. l'armée, depuis toujours, C'est on quoi l'appelle le la modèle grande muette. Oui, Alors là, normalement. c'est cherry on the cake quand on Exactement. parle des Exactement. médias. Mais La quel grande modèle. muette. Mais quel Sosta. modèle, mais quel modèle. La revue El Jaish en arabe et en français depuis les années 60. Quel autre El Jaish depuis les années 60. Oui. Depuis les années 60. La voix Est-ce que- officielle La du voix pouvoir. officielle, donc La seule langue voix de officielle bois, du la pouvoir. logorie. C'est l'institutionnalisation de la presse, non pas comme entité libre, mais comme une entité à la botte du pouvoir. D'ailleurs, j'ajouterai à votre liste que vous évoquiez tout à l'heure, la vacuité, etc., celle du marquage du territoire par rapport à la date du 1er novembre. Il y a un marquage. Alors, autant il y a une vacuité dans les mots, tout à fait. autant le marquage du territoire, du marquage des territoires n'est pas quelque chose de vide. C'est vraiment saturé de ce marquage de territoire propre aux mammifères. Sauf que là, faut s'élever un petit peu. Je prends le 1er novembre, parce que ça m'appartient, cette histoire, c'est moi qui l'ai faite, avec un grand H, C'est des l'histoire. chasses gardées. C'est Voilà. des chasses gardées, ce pays m'appartient. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais ils ont touché au symbole d'une façon qui rompt l'équilibre de l'âme collective. Alors, Issa Rahmoun, sur ce titre qui a été débusqué par Nordina Oussat, c'est quand même incroyable. Hein. Alors, c'est le titre d'une conférence, d'une intervention. L'information au sein de l'armée nationale populaire comme modèle. Issa Rahmoun. Écoutez, quand on voit ces ateliers ou ces communications assurées par des généraux ou des experts, comme ils les appellent, je vois du belhimar dans l'air. Pourquoi ? Parce que on a tendance, avec les différents ateliers et communications tels que présentés, c'est comme si on voulait réformer un parti communiste russe, sur fond d'omniprésence, domination de l'armée. Ils sont dans les années 60, effectivement. Ce séminaire ou cette journée d'études, d'ailleurs on lance un défi au régime, c'est d'autoriser l'opposition, la société civile, à organiser un autre séminaire pour la réforme du système sécuritaire en Algérie, pour la réforme et le rôle nouveau qu'on doit attribuer aux services de sécurité de renseignement. Quel est le rôle de l'armée dans un État qui se dit républicain, qui se dit vouloir avancer dans un État de droit et démocratique? Voilà le défi réel qui se pose aujourd'hui à l'État algérien en tant qu'État, parce qu'ils n'ont pas cette force ou cette volonté de voir l'État comme étant institution, peuple, territoire, souveraineté et pouvoir. Pour eux, l'État, c'est le régime. C'est pour cela que je partage tout à fait l'idée de Senordin qu'ils sont dans les années 60. Le peuple est toujours considéré comme étant un éternel enfant, un éternel adolescent qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas se prendre en charge. Et eux, c'est les tuteurs, c'est les pères spirituels et réels de ce peuple. Mais ils oublient qu'un bon père de famille, c'est un père qui préserve sa famille, c'est un père qui est là pour l'intérêt de sa famille sur le plan interne et externe. Eux, ils nous considèrent comme كما يقولوا في المسيلة خدامين حزام البلاد بلادهم وحنا جينا خدامين عندهم. Ils veulent pas sortir de cet esprit, de cette arrogance
de cette arrogance, de cette vulgarité. À propos d'arrogance, Issa Rahmoun, justement, cette qualification par l'édito d'Elgis de la nouvelle constitution, qu'ils appellent la constitution de novembre, une constitution, et nous allons en parler maintenant un petit peu, cette constitution qui, avec le bourrage, avec la fraude, a atteint les 23% de l'électorat, 23%, et qui donc a été massivement rejetée. Donc si on accepte les non et les oui, y compris de ceux qui ont voté, y compris le bourrage des urnes, c'est quelque chose comme 6% d'Algériens qui ont dit oui, à la limite, à cette constitution. Eux qui nous disent 66% des votants ont dit oui, ce qui est totalement faux, puisque même les bulletins nuls ont été exclus de ce décompte. Cette constitution de novembre dont ils nous parlent, dont ils nous rebattent les oreilles, au sujet de la validation de la constitution par le Conseil constitutionnel. Alors la loi, une disposition de la loi électorale, dispose que le Conseil constitutionnel doit valider le référendum dans les 10 jours qui suivent le dépôt du dernier procès verbal des résultats. Or, les résultats ont été déposés le 2. Ça veut dire que normalement, le 11, à minuit, avant 0 heure, 1 minute, ils auraient dû valider. Ils ne l'ont pas fait et ils ont fait paraître... alors, c'est l'APS qui le dit, hein, c'est l'APS. C'est l'APS qui dit qu'il y a quelque chose qui cloche, oui. que le résultat aurait dû être validé par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel répond à l'APS, qui est censé être l'organe d'information officiel, pour lui dire non, 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 vous faites erreur. Le dernier PV a été déposé à 0 heure 25 minutes. Il n'a pas été déposé le 2, mais le 3. Le 3 à 0 heure 25 minutes. Or, même dans ce cas de figure, le Conseil constitutionnel aurait donc dû valider aujourd'hui matin à 0 heure 25 minutes, ce qui n'a pas été fait et ce qui fait de cette constitution désormais une constitution anticonstitutionnelle puisque sa validation a été violée par le Conseil constitutionnel lui-même. Et nous ne parlons pas encore de la promulgation qui doit être signée par décret présidentiel. Issa Rahmoun. Écoutez, je pense que le régime est piégé. Quand j'entends l'édito du journal El Jaish qui qualifie la constitution de novembre comme constitution de ce mois, il s'est fait piéger par son vocabulaire. Je confirme que c'est la constitution de novembre. Pourquoi ? Vous savez ce qui a déclenché le 1er novembre au 54 ces jeunes qui étaient là entre le conflit du conflit des centralistes et des msalistes. À un certain moment, ils ont pris leur courage entre leurs mains et ils ont décidé d'aller à la lutte armée contre la France coloniale. Les résultats de ce référendum confirment effectivement que c'est la constitution de novembre, la constitution de novembre du peuple algérien, car elle était boudée. Et que la vraie constitution ne peut pas être l'émanation d'un cercle de spin-docteurs du régime qui ont toujours élaboré les différentes constitutions jusqu'à nos jours. Effectivement, c'est la constitution de novembre parce que le peuple algérien a tourné le dos à cette mascarade, cette énième mascarade qui consacre la continuité et la pérennité du régime, mais pas le développement de l'Algérien et du pays. Maintenant, quant au Conseil constitutionnel, ce conflit de communication ou cette manière hasardeuse de communiquer pour un État qui est censé avoir des institutions, qui est censé avoir des règles de fonctionnement, des normes administratives, constitutionnelles, éthiques et juridiques à la fois, ça nous renseigne la question que la réponse est y a-t-il un avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion réellement? Souvenez-vous aussi du communiqué de l'APS
qui disait lors d'un dépôt d'une plainte auprès du Comité des Nations Unies des droits de l'homme, très vite le communiqué a été contredit par l'instance onusienne elle-même. Donc, réellement, sur le plan de la communication, il n'y a rien qui marche dans le régime, il n'y a rien qui marche dans la sphère décisionnelle du régime. Et c'est un danger pour l'État. C'est un danger réellement parce que le pays n'arrive pas, le peuple algérien n'arrive pas à voir clair. Et voilà, à peu près, ça nous renseigne de la déliquescence du régime, ça nous renseigne de la déliquescence des institutions, ça nous renseigne d'un état avancé de déliquescence en fin de compte. Alors nous allons encore rester un peu sur la Constitution avant de parler de ce qu'il convient de faire, de la situation du Hirak, de la situation du pays en général. Mais Yasmina, sur le référendum. Le référendum est la voie par excellence qui puisse permettre au peuple d'exprimer sa volonté. Je crois qu'il l'a fait. Voilà. Et le problème, c'est qu'il l'a fait, comme vous dites si bien, et il l'a fait d'une façon absolument un boycott, un rejet, disent certains. Oui, certains oui. disent que ce n'est pas un boycott, c'est même pire rejet. que le 12-12. C'est pire que le 12-12. C'est pire que le 12-12. Alors où trouve-t-il cette audace de venir nous dire oui, le peuple s'est exprimé, il a voté pour cette constitution, il l'a choisi, c'est fini maintenant, c'est la constitution de novembre, c'est la constitution des Chouhada. C'est affront sur affront, hein, vous le voyez bien. C'est affront sur affront, c'est le fruit de l'arbre qui lui-même n'est pas légitime, c'est c'est la quadrature du cercle. Hein. L'illégitimité, elle a commencé par le fait de ne pas avoir invoqué l'article 102 déjà. Et nous nous trouvons dans une situation d'une inconstitutionnalité. Par rapport. Non, depuis l'après Bouteflika. Donc depuis, absolument rien n'est légitime, ni constitutionnel. On est hors constitution. Il faut qu'on se l'avoue, il faut qu'on se le dise, qu'on le répète et qu'on l'oublie à aucune étape. Je veux dire, le 12-12 était un affront de plus. Et puis là, on est dans un affront de plus. Et il pousse. C'est vraiment à croire qu'ils font exprès. Je veux dire, qu'ils voudraient nous faire sortir de la Silmia. Quel besoin ont-ils de faire passer une constitution qui ne passe pas et qui en plus ne va pas être respectée? Ils n'ont jamais respecté leur constitution successive. Et ils commencent aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel qui viole une disposition de la loi électorale parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il a 10 jours au plus. Oui, mais il aurait pu le faire le premier jour, le deuxième, le troisième, le huitième, le neuvième. Non, mais il ne le fait pas. Je crois que là, on chipote un peu parce qu'il faut voir les choses à leur base. Par exemple, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec moi avant l'émission quand je vous disais le président du Conseil constitutionnel, enfin plutôt le Conseil constitutionnel n'étant pas au complet, ils sont 11 au lieu de 12 depuis, voilà, c'est déjà problématique. Ensuite, le Conseil constitutionnel... Non, mais la loi ne prévoit pas qu'ils doivent voter à l'unanimité. Le Conseil de la Nation, c'est un intérimaire qui est là, qui ne peut pas voter pour un autre intérimaire, à moins qu'on arrive à réveiller M. Tebboune, si toutefois il est vraiment malade, qu'il signe comme ça devant caméra pour que les choses puissent passer. Ça, c'est pour, encore une fois, la commedia dell'arte, pour rester dans les faux semblants. Parce que sinon... Dès le départ, il faut que nous soyons vraiment carrés dans nos têtes et qu'on se le dise et qu'on le rabâche et le répète à l'envi. Nous ne sommes pas dans une situation de légitimité et de constitutionnalité, quoi qu'il advienne. J'écoutais Maître Reda Dorbar qui expliquait toutes les choses létales qui sont dans cette situation-là. J'ai trouvé ça vraiment effrayant. Par exemple, l'impossibilité de promulguer, par exemple, enfin d'être en situation d'exception, d'état d'urgence. S'il y avait avec tout ce qu'on sait sur la politique, sur la géostratégie de l'Afrique du Nord, tous les dangers qui sont autour, on ne peut même pas déclarer un état de guerre. Je veux dire, c'est
c'est une situation quand on y réfléchit bien. Et je ne vous parle même pas de la loi des finances. En la situation, en l'absence du président. En l'absence du président, dans cet état des choses. Oui. De toutes les façons, nous sommes dans une situation d'inconstitutionnalité généralisée. Il est vraiment temps qu'on laisse la volonté populaire non pas seulement s'exprimer, parce qu'elle s'est largement exprimée, par les abstentions, par le taux des non comparé au oui sur les 100% de votants. Et vous savez, quand on regarde l'actualité, quand on voit ce qu'est le gendarme de ce monde qui est censé être la démocratie avec une immense D à suivre, et qu'on voit les doutes qui planent et les vérifications qui sont à venir et les fraudes, vous pensez bien que si ça arrive aux États-Unis, vous imaginez chez nous? Vous imaginez dans n'importe quel pays du monde d'ailleurs? Je veux dire, ce n'est pas une preuve en soi, mais c'est quand même plus qu'un signal faible, ça. Mais donc, Dinaoussat, quel besoin ont-ils de mettre le paquet comme ça sur cette constitution alors qu'ils ne l'ont jamais respectée? Aucune de leurs constitutions successives n'a été respectée. Ils ont été les premiers à la violer, mais alors allègrement. Et au même moment où ils battent le rappel de la presse, est-ce justement... pour ne pas dénoncer une disposition nouvelle qui est dans cette Constitution et qui concerne, comme par hasard, l'armée? Absolument. Donc là, comme je l'ai dit la dernière fois, donc là, ce qui se passe avec cette Constitution, c'est qu'on est là dans le non-sens, je dirais, et la déraison totale. C'est-à-dire, on est vraiment dans une situation. La raison, ce n'était pas déjà leur, je dirais, marque de fabrique, ni leur qualité, mais là, on est complètement, je dirais, dans la folie totale. Quand vous avez, tu citais tout à l'heure El Jeish qui appelle cette constitution de novembre, qui n'est passée avec la fraude, soulignons-le, qu'à 7%. Donc c'est vraiment honteux pour ces gens-là. Si vraiment le 1er novembre avait une valeur, avait une estime à leurs yeux, ils ne nommeraient pas une constitution qui est passée avec ce taux si faible et avec la fraude comme étant une constitution de novembre. Non, c'est honteux, c'est un non-sens de l'appeler constitution de novembre. Cette conjonction du séminaire qui appelle la presse avec la promulgation à venir de cette constitution, est-ce que l'armée, enfin les chefs de l'armée, veulent se prémunir du côté de la presse d'informations relatives à ce qui est permis désormais à l'armée par la nouvelle constitution, c'est-à-dire de pouvoir intervenir au Sahel? Entre autres, donc, il y a ce point qui reste malheureusement une tache noire dans cette nouvelle constitution, c'est-à-dire qui est passée de cette manière-là, où, on le sait, rien n'a jamais empêché l'armée algérienne d'intervenir à l'étranger quand il s'agit des intérêts et de la souveraineté nationale. Ouais. Donc ça, on n'a pas besoin d'un article dans la Constitution. Il n'y a rien qui l'interdise légalement. Légalement, bien sûr, pour défendre nos intérêts stratégiques. Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose, malheureusement, avec là, le mutisme et les totales de l'armée. On ne nous dit pas pour quelle raison, bien qu'on le sait. J'avais cité Lounis Aggoun la dernière fois, qui avait cité dans son livre qui est paru janvier 2016, que c'était quelque chose qui était déjà dans le starting block depuis 2015, à savoir ce rôle dévolu à l'armée algérienne de pouvoir, le gendarme de la région, du Sahel, de la région carrément, dans le Sahel et un peu peut-être peu plus loin que cela. Donc désormais, cette constitution, qu'est-ce qu'on sait? Elle va être promulguée, mais elle va être vite certainement oubliée. Et mise comme les autres. Comme les autres. Alors, Issa Rahmoun, cette conjonction des événements entre cette constitution qui vient d'être passée en force par le régime et la nouvelle disposition qui concerne l'intervention de l'armée à l'extérieur, maintenant, c'est clairement stipulé, la Constitution le permet clairement. Est-ce que cette façon de battre le rappel de la presse
n'a-t-il pas comme objet d'éviter que la presse, justement, qu'une certaine presse, celle qui est relativement libre, ne puisse dénoncer ce nouvel état de fait? Tout à fait. Écoutez, là, Shingriha et l'état-major actuellement, je pense qu'ils sont en train de regretter le fait de rater l'école, comme disait Brel, l'école de la démocratie, bien sûr, et de l'état de droit. C'est une vente concomitante. Ils sont en train de vendre la souveraineté nationale, la richesse du peuple algérien qui sont ses enfants, pour les envoyer comme chair à canon et assurer une pérennité dans la gestion des affaires politiques et la décision politique en Algérie. Je vois que je suis tout à fait d'accord avec Yasmine quand il s'agit du fait qu'on est dans une situation d'anticonstitutionnalité, d'inconstitutionnalité réellement. Et ça demeure et existe depuis le 9 décembre 2019. Ben Salah qui avait un délai de 90 jours pour préparer des élections. Les élections n'étant pas assurées, rejetées par le peuple algérien durant le Hirak, on était déjà dans une situation anticonstitutionnelle. Le passage en force du régime pour l'élection de Tebboune du 12-12 et aussi la nouvelle constitution présentée comme constitution de novembre. Le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, qui est au nombre de 11, ne peut statuer sur la constitution actuelle, mais il ne peut pas statuer sur la vacance de la présidence parce qu'il faut un vote à l'unanimité de 12 représentants, de 12 sièges qui sont au Conseil constitutionnel. On se retrouve devant une situation kafkaïenne, réellement, une situation absurde. Et le seul souci actuellement du régime par rapport à cette constitution, la demande, pas la demande, mais le pouvoir ou la pression exercée sur la presse nationale, qui était déjà inféodée au régime, c'est de soutenir effectivement l'intervention et l'envoi des jeunes Algériens militaires au front pour servir de chair à canon. L'esprit d'antimilitarisme qui s'est développé chez les Algériens, parce que là c'est vraiment l'esprit qui va être sans doute, et le séminaire, l'un des objectifs du séminaire était d'inviter, d'avoir les journalistes, la presse écrite, l'audiovisuel, la presse, les médias lourds, à soutenir, à être la béquille de communication, d'information du régime, de l'état-major, pour s'assurer réellement cette vote, conclure une vente concomitante, se maintenir au régime et en contrepartie vendre les Algériens à l'extérieur. Alors, si je peux me oui, permettre. oui, je vous en prie. Par rapport au nom de la Constitution, il était antérieur. C'était du marketing, Oui. c'était pour vendre, et c'était aussi du chantage affectif. Parce que les Algériens, on connaît leur attachement et la quasi-sacralité profane, bien sûr, pour leur patrie et son symbole, et c'en est un. Ensuite, par rapport à l'interventionnisme induit par la Constitution, c'est vraiment d'abord très dangereux parce que quand même, là aussi, ça trouble l'âme algérienne parce que nous avons fréquenté une école algérienne qui était pour les causes nobles et même si ça ne se passait pas, c'était pas tellement rose localement. En tous les cas, à l'international, nous avions toutes les raisons d'être assez fiers de nos postures en général. Hein. Et là, ça brise un peu cette identité-là. Ça la trouble, mais la raison en est
qu'ils sont en recherche, ce pouvoir est en recherche d'une légitimité internationale. Parce que la légitimité nationale, on voit bien... Légitimité ou offre de service pour avoir l'argent qui manque. Largement. L'argent dont ils ont un cruel besoin. Mais déjà, pour intervenir et pour ne pas, avoir une remontée de bretelles par l'ONU, etc., il faut, même s'il y a des règles internationales... Pourquoi l'ONU? Pourquoi pas les Américains? Pourquoi pas les Français qui sont dans le Sahel? Pourquoi pas l'Africom? C'est une longue liste. Voilà. C'est une très longue liste. Mais en tous les cas, un argument serait, notre Constitution qui a été votée, etc., et qui stipule que ça fait partie de l'arsenal constitutionnel. Ils n'ont pas peur de se contredire. Ensuite, ils n'ont pas peur de se contredire. À ce point-là, eux qui tenaient le discours il n'y a pas très longtemps, qui parlaient de l'OTAN, si vous persistez dans le Hirak, si vous continuez comme ça, vous allez provoquer l'intervention de l'OTAN. C'était le chef de l'état-major lui-même et ses relais qui le disaient. Non, mais c'est un aveu. Et là, ils se font des gens qui font des offres de services à l'OTAN, à certains pays membres de l'OTAN. Mais c'est ce que je vous dis, c'est un aveu terrible, un aveu, je veux dire, c'est terrible de faire ce type d'aveu à l'insu de son propre gré, parce que l'OTAN, sous Trump en plus, c'est l'OTAN vidée de ses petits caniches. C'est l'OTAN, sous Trump, c'est les États-Unis, encore plus clairement que ça n'était déjà le cas. Je veux dire, en plus, ils veulent nous réduire, ils veulent un retour, ce qu'ils veulent, parce qu'il a été question d'antimilitarisme. L'antimilitarisme, les Algériens ne sont pas antimilitaristes. Ils ont conscience que c'est au sommet que ça se passe. Mais qui a parlé d'antimilitarisme? Ah, monsieur... c'est Nordin, oui. C'est Nordin a parlé de l'antimilitarisme. C'est Nordin, d'accord. Oui. On a l'impression, surtout qu'on a l'argument qu'on donne aux Hirakis, par exemple, c'est oui, mais qu'est-ce que c'est que cet antimilitarisme, l'armée chez nous, c'est sacré, etc. Très bien. Mais personne ne s'attaque à l'armée. Les gens s'attaquent aux chefs de l'armée, qui ont mis le grappin sur l'armée et sur tout le pays. Oui, mais monsieur, Nordin a raison de parler de cet antimilitarisme, parce que c'est un argument. Enfin, même lui, il le présente comme ça. Il dit qu'il y a un sentiment antimilitaire, mais juste pour remettre les choses à leur place, c'est pas tellement contre les militaires, c'est contre le commandement. Évidemment. Et donc, ce qui est encore plus terrible, c'est que cette âme algérienne qu'on voudrait troubler encore plus, et en plus cet antimilitarisme qu'on prétend être celui des Algériens, eh bien, c'est terrible, parce que là, avec ce qui va se passer, on va vouloir nous faire revenir en arrière à l'état de Spaïs et à l'état de chair à canon, comme Sinodé l'a dit, mais aussi à l'état de tirailleurs maghrébins. Bien sûr, c'est une offre de service. Vous me faites rappeler un terme qu'on utilise de plus en plus en Algérie, c'est rentré dans le vocabulaire. Quand vous parlez de tirailleurs, de gens qui tirent, aujourd'hui, il y a un terme qu'on appelle le tiribarkisme. Ah oui. Tiribark. Oui. Avant de rentrer dans le Hirak et dans le... Mais on a l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas où ils vont. On a l'impression que, non seulement ils ne savent pas où ils vont, on a l'impression qu'ils ne sont plus un monobloc, un seul noyau, qui a une vision des choses. On a l'impression que ça tire de tous les côtés, le tiribarkisme. Ça tire à U et à Dia. D'autres veulent déclarer le chiffre de 23%. D'autres se sont opposés, ils ont dit non, c'est un suicide que vous nous faites, il faut monter le taux. D'autres veulent faire passer cette constitution, d'autres à l'intérieur du régime font tout pour la saboter. D'autres veulent cette intervention de l'armée algérienne dans son futur rôle de gendarme du Sahel. D'autres militaires à l'intérieur sont férocement, j'allais dire, contre. Qu'est-ce qui se passe au sein du régime? C'est le titre de notre émission, je rappelle. Que se passe-t-il au cœur du régime? Il se passe qu'on revient donc à cette constitution dans tous les pays du monde, qu'ils soient des grands pays comme les États-Unis. Ça a été cité tout à l'heure dans le journal Le Monde daté d'aujourd'hui et d'hier, mercredi, jeudi, un grand article d'un penseur américain qui dit
quoi que ce soit, quoi qu'il arrive actuellement, mais nous avons sur quoi nous appuyer et nous avons notre porte de sortie, c'est notre Constitution. Même avec un président qui fait qu'à sa tête, qui veut faire du forcing, ne pas quitter, mais il y a la Constitution qui est là, elle est garante. Mais chez eux, c'est un document qui est sacré. Voilà. C'est une loi fondamentale. Et donc, elle va régler. Pourquoi? Parce que cette loi, elle sert de régulation et elle sert aussi d'anticipation. Elle anticipe les problèmes puisque tout est posé, toutes les règles sont posées, et aussi au cas où il y a un problème, la régulation on va la chercher dans cette Constitution. Nous, en Algérie, il n'y a jamais eu de Constitution. Il n'y a jamais eu de Constitution. On reprend exactement la cause principale qui nous a conduit à l'impasse de 2018. Le 5e mandat, oui ou non, pourquoi, etc. On la reprend en pire dans la nouvelle constitution de 1er novembre 2020. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Hirak, peut-être ça va permettre de faire la transition, il les a donnés, je dirais, c'était un séisme inattendu, une intelligence populaire. Il n'y a pas de populisme dans le Hirak. Une intelligence collective qui est une accumulation, qui est une capitalisation de 3 générations de lutte, de 3 générations de prise de conscience politique, etc. et qui a émergé en ce mouvement de Hirak qui les a brusqués, qui les a secoués. Ils sont encore dans la phase de décantation. Ça ne s'est pas encore terminé. On nous demande, on nous dit que l'armée, elle a fait sa mue. Oui, il y a une partie qui a été faite de la mue de l'armée, mais elle n'est pas encore finie. Ils ne savent pas comment la finir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire leur mue et leur changement stratégique et structurel au sein de l'armée tout en étant au devant de la scène. En 93, et surtout dans des circonstances pareilles. Pareil aussi, avec la crise économique, avec etc. L'état de santé de Tebboune. Exactement. Ils l'ont fait. En 93, il y a un changement capital dans la structure de l'armée, le partage des pouvoirs, etc., entre l'état-major, le ministère de la Défense et le DRS. Ouais. Ça a été fait, mais ça a été fait en silence. Ils étaient bien sûr dans une situation, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le président, il est malade. Je pense que le 23% est pour quelque chose dans la situation de la maladie, que ce n'était pas prévu qu'elle passe avec 23%, mais comme il est malade, c'est une hypothèse que je pose comme ça. On a le droit à poser des hypothèses dans la situation actuelle. Mais comme il est tombé malade et qu'eux, ils savent que ce n'est pas la Covid ou une autre maladie qui est facile, ils ont mis ces 23% avec un 7% seulement de oui, pour lui le mettre devant le fait accompli que M. le Président passait la main à quelqu'un d'autre, qui soit plus robuste, qui soit bien portant pour faire la suite du travail stratégique qui les attend. Issa Rahmoun, le Hirak qui, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, est toujours là puisqu'il vient de donner un cuisant camouflé au régime par un rejet total de son projet de référendum. C'est une réponse cinglante. Mais sinon, M. Tebboune, le président de la République qui a été imposé aux Algériens, est aux abonnés absents. On ne sait rien de lui depuis plus de 23 ou 24 jours. On ne sait rien, il y a des informations contradictoires, certains le donnant dans un état très grave, d'autres qui nous disent qu'il va bientôt rentrer, que tout va rentrer dans l'ordre, mais avec des échéances de crise économique qui se profilent de plus en plus dangereusement et de plus en plus vite. Et dans tout ça, le Hirak qui continue de marquer le pas, qui ne reprend toujours pas. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Je pense que le débat s'installe et la lutte s'installe au niveau vertical actuellement. Je ne suis pas d'accord avec Yasmina quand elle refute le concept d'antimilitarisme, parce qu'avec la Constitution et tout récemment le séminaire sur la communication et les techniques d'information organisé par l'état-major et le ministère de la communication conjointement,
ils sont en train de codifier ce qui est en vigueur, ce qui était déjà en vigueur. La militarisation de la vie politique, la militarisation de la communication, de l'information, la militarisation de la société civile, la militarisation de la justice sont des indices très forts que l'armée... Ah, est-ce qu'on a perdu? On essaie de le retrouver, s'il vous plaît. Je peux Yasmine. simplement lui répondre Oui. que j'entends ce qu'il dit et même je suis d'accord à la façon dont il le dit. Simplement, c'est une armée d'appelés. Les gens ont conscience que l'armée, c'est aussi leurs enfants. C'est une armée qui n'est pas exogène à la société. C'est dans ce sens-là que je réfutais un peu le terme d'antimilitarisme pour les soldats, mais que cet antimilitarisme est bien prégnant au niveau Dans le sens où commandement. le militarisme a pris le pouvoir. Pas dans le sens oui, dans le sens de où nous l'armée sommes en une tant junte. que Enfin, soi. c'est une junte qui est au pouvoir. Mais sinon, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Par contre, la question, elle était très intéressante que vous lui posiez à propos du climat économiquement délétère, puisque le vrai problème actuellement... il est avec nous, nous allons lui laisser le mot de la fin, mais je vous laisse poursuivre, Yasmina. Oui, enfin, peut-être qu'il pourra enchaîner. D'ailleurs, c'est la loi des finances, c'est vraiment Hajaraf Sabat. D'accord. Voilà. Donc, je crois que c'est ça qui va aider à trancher, parce qu'il y a quand même des choses. On avance d'un pas, on recule de deux. Par exemple, pour ce qui est de la dévaluation du dinar. Si le Hirak reprend pour des causes économiques, oui. Ce n'est plus une contestation politique, ce serait une contestation sociale, j'allais dire. Oui, alors pourquoi continuer à l'appeler Hirak? Ce serait un Hirak au sens linguistique et non plus au sens de Non, le Hirak du nom de marque. il était porteur de contestation politique pour l'avènement d'un état de droit. Mais si on attend que la crise économique arrive pour faire sortir les gens, ce serait une autre forme de contestation. On serait dans un Hirak chaud et non pas dans un Hirak, je veux dire, fougueux, mais froid, je veux dire, et non violent, froid au sens noble. Alors, Nordin Ossat, dernier tour de micro. Entendons-nous déjà sur quelque chose que le Hirak, bien sûr, la sémantique veut que le Hirak vienne du mouvement. Donc, le mouvement, il y a le mouvement du corps, il y a le mouvement de l'esprit. Le mouvement du corps était possible. Il l'a montré à maintes reprises. Le président Tebboune lui-même qui le dit. Il dit qu'il y a les millions de personnes sont sorties dans les rues. À un moment, c'est arrivé à peu. Il a même dit le Hirak al-Moubarak. Voilà, il a dit le Moubarak, etc. Voilà. Donc, disons, le mouvement du corps, ça a été fait. Disons, je prends deux dates pour montrer que le Hirak, ce n'est pas seulement les manifs, ce n'est pas seulement les grandes manifs massives. 5 juillet 2019 et 1er novembre 2020. 2020, c'est Jamal Din. Oui. Le 5 juillet 2019, je pense que c'était l'apothéose du Hirak. La première fois que le peuple algérien a vraiment fêté son indépendance. Voilà, son indépendance. Peut-être il y a le 5 juillet de 1962 et voilà, le 5 juillet 2019 où le peuple vraiment il est sorti de tout son cœur et avec cet élan, cet enthousiasme, cet espoir, cette détermination à changer les choses. Donc il y a eu ça. Après il y a la Covid, il ne faut pas le nier quand même. Il y a des centaines de morts. Des milliers peut-être. Voilà, des milliers de morts. C'est-à-dire que je parle en Algérie. On ne sait pas le chiffre, on nous le cache. Et qui majore la crise. Comment ? Et qui majore la crise. Voilà, donc les gens ne peuvent pas sortir dans ces cas-là. Mais ils l'ont montré autrement, et c'est aussi le fruit du Hirak, et le résultat du Hirak, le rejet, pour ne pas dire boycott, parce que c'est le rejet de cette constitution, de ce référendum, et de toute sa philosophie, sa logique, sa stratégie, sa manigance, etc., par le peuple le 1er novembre, montre que le Hirak est là. Parce que sans le Hirak, il y aurait eu un vote, une adhésion. Au moins une présence plus importante du peuple. Je crois que les Algériens ont bien aimé l'image que leur envoyait le miroir du Hirak. Alors, Aïssa Rahmoun, le mot de la fin sur le Hirak, sur le retour tant attendu du Hirak, sur les perspectives dont on ne sait pas si elles seront sombres ou si elles seront prometteuses. Permettez-moi déjà de terminer ce que j'allais développer tout à l'heure. Oui, pardon.
Vous avez raison. L'installation du militarisme dans tous les aspects de la vie des Algériens, que ce soit la justice, les médias, la communication, la chose politique, la société civile, etc. Ce sentiment fait naître chez l'opposition réelle, chez la société, chez les activistes, un sentiment d'antimilitarisme sur deux axes. Le premier axe, c'est les enfants d'Algériens, c'est les enfants du peuple qui vont être envoyés au front contre un canon pour servir le régime, les intérêts du régime, sur fond de crise économique pour avoir des ressources internationales en termes de financement. Ce qui va permettre au régime en place de gérer l'actuelle crise politique par les problèmes socio-économiques. Vous savez, il y a une équation très simple en termes de défense des droits de la personne humaine. Quand les intérêts collectifs, quand les droits collectifs font surface et défendus par des pans de société, par des systèmes, par des régimes, les libertés individuelles reculent. Et le contraire est vrai. On se retrouve devant une situation aujourd'hui où le séminaire sur la communication au sein de l'armée et comment que les journalistes doivent défendre les intérêts de l'actuelle constitution prônée par le régime est une suite logique de l'article qui autorise, qui codifie ce qui était déjà en vigueur, l'intervention militaire ou le mandat donné par les Occidentaux à nos militaires d'intervenir, de servir de gendarmes au niveau du Sahel. Ces tirs croisés ou bien ces axes d'intervention, ces axes de vue qui sont par nos amis activistes, il y a Yasmine ou les autres activistes qui sont installés à l'étranger, et nous qui sommes installés, qui vivons en Algérie, sont deux axes différents. Parce que là, il y a un danger réel sur les défenseurs. J'imagine que si les projets TAHM, vous allez par la suite débattre à Awaras TV sur la défense des défenseurs, mais pas sur le Hirak. Les libertés se rétrécissent davantage. Les espaces de la société civile se rétrécissent davantage. C'est ça le vrai danger. Merci, Issa Rahmoun. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je rappelle, pour la plupart de nos compatriotes qui sont très football, et rappelons que le Hirak est sorti des stades. Rappelons-le, ne l'oublions pas. Et les slogans et les chansons. Et les chansons, les chansons engagées, fameuses, Casa al-Mouradia, etc. Alors, aujourd'hui, match Algérie-Zimbabwe pour la qualification Coupe d'Afrique à 20h. Vous êtes en train de voir des images. Alors, merci Nordine Oussat, merci Yasmina Karima Benini, merci Issa Rahmoun. Et j'aimerais ajouter quand Oui. même, pour repartir tranquille, que n'en déplaise à M. Ben Cheriha et compagnie, les journalistes... Chengreha. Cheriha, oui, c'est un lapsus révélateur, n'est-ce pas? Eh bien, les journalistes dont vous êtes, dont je suis, sont au service de l'éthique journalistique, de la vérité, et non pas des corps constitués de l'armée. Bravo. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, salama.